Ce lundi de novembre, j'ai failli tout changer en trébuchant sur un sac. Il était 15 heures. Ma fille Sophie et son mari Bruno venaient de déjeuner chez moi. Un repas normal, comme tous les lundis. Poulet rôti, gratin dauphinois, tarte aux pommes. Les mêmes recettes depuis des années. « Maman, c'était délicieux », avait dit Sophie en m'embrassant. « On doit y aller. Bruno a un rendez-vous à 16 heures. » Bruno était avocat. Toujours pressé, toujours important. « Laisse-moi chercher ton manteau », j'avais dit. Je m'étais dirigée vers l'entrée, le manteau de Sophie sur le bras. Et là, je n'ai pas vu le sac de Bruno posé par terre, contre le mur. Mon pied s'est pris dedans. J'ai trébuché. Mes mains ont lâché le manteau pour chercher l'équilibre. Mon genou a heurté le sac en cuir noir. Le sac s'est renversé. Tout son contenu s'est répandu sur le parquet de l'entrée. « Maman, ça va ?» Sophie a couru vers moi. « Oui, je suis désolée. » Je me suis agenouillée pour ramasser les affaires de Bruno. Mes genoux ont craqué. À 70 ans, on ne s'agenouille plus facilement. Des stylos, un agenda en cuir, des dossiers cartonnés, des cartes de visite, un téléphone portable et une enveloppe. Une vieille enveloppe en papier épais, couleur crème, jaunie par le temps. J'ai ramassé l'enveloppe. Quelque chose était écrit dessus à l'encre noire, d'une écriture élégante, une écriture que j'aurais reconnue n'importe où. L'écriture de Jacques, mon mari. Mon cœur s'est arrêté. J'ai lu les mots « Testament, Jacques Moreau, 2015. Testament, Jacques, 2015. » Maman, tu es sûre que ça va? Sophie était à côté de moi. J'ai entendu les pas de Bruno qui sortait des toilettes. Qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau fonctionnait à toute vitesse. Jacques était mort en 2017, 8 ans déjà. Ce testament datait de 2015, 2 ans avant sa mort. Pourquoi Bruno avait-il le testament de mon mari dans son sac? « J'ai renversé ton sac, Bruno. Désolée. » Ma voix était automatique. Mes mains ramassèrent les objets mécaniquement. L'enveloppe. Je l'ai glissée sous mon cardigan, contre mon ventre. Personne ne pouvait la voir. Ce n'est rien. Bruno s'est agenouillé à côté de moi, a commencé à tout remettre dans le sac, rapidement, efficacement. Il a vérifié le contenu. Agenda, stylo, dossier, téléphone. Il n'a pas remarqué l'enveloppe manquante. « Tout est là », a-t-il dit en se relevant. « On y va, Sophie? Tu es sûre que ça va, maman? Oui, ma chérie, allez-y, ne soyez pas en retard. » Ils sont partis. La porte s'est refermée. Je suis restée debout dans l'entrée, l'enveloppe cachée sous mon cardigan, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'il explose. J'ai attendu. Écouté leurs pas dans l'escalier, le bruit de la porte d'entrée de l'immeuble, puis le silence. J'ai sorti l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Je suis allée dans le salon, me suis assise sur le canapé et posé l'enveloppe sur mes genoux. Testament, Jacques Moreau, 2015. L'écriture de Jacques. Pas de doute possible. Les lettres rondes, le J majuscule avec sa boucle caractéristique, le trait sous son nom qu'il faisait toujours. Jacques. Mon mari pendant 43 ans, mort d'un infarctus il y a 8 ans. Pourquoi son testament était-il dans le sac de mon gendre? J'ai ouvert l'enveloppe. Lentement, avec précaution. À l'intérieur, plusieurs feuilles de papier pliées. Je les ai dépliées. La première page, « Ceci est mon testament. Moi, Jacques Moreau, né le 12 avril 1949 à Nantes, sain de corps et d'esprit, déclare ce qui suit. » Tout était écrit à la main, l'écriture de Jacques. Page après page, j'ai commencé à lire et mon monde s'est effondré. Article 1. Je lègue ma maison de Locmariaquer en Bretagne à mon épouse Claude Moreau en totalité. Cette maison est notre lieu de mémoire. Je demande à mon épouse de ne pas la vendre. En
totalité. La maison de Bretagne, notre maison de vacances, celle où nous passions tous les étés, celle que nous avions achetée ensemble en 1985. Jacques me la laissait entièrement. Article 2. Ma fille Sophie Moreau recevra la somme de 50 000 € de mon compte bancaire Crédit Lyonnais. 50 000 € pour Sophie. Seulement. Article 3. Le reste de mes avoirs, compte bancaire, assurance vie, investissement, reviendra à mon épouse Claude Moreau. Tout pour moi, sauf 50 000 € pour Sophie. Fait à Nantes, le 15 mars 2015. La signature de Jacques, ample, énergique. J'ai relu 3 fois, 4 fois, puis j'ai posé les papiers sur mes genoux et j'ai essayé de respirer. Parce que 8 ans plus tôt, quand Jacques était mort, Bruno m'avait montré un autre testament. Un testament complètement différent. Un testament qui disait que la maison de Bretagne devait être partagée entre Sophie et moi. Moitié-moitié. Un testament qui m'avait fait signer un renoncement volontaire à ma part d'héritage. Un testament grâce auquel Bruno et Sophie avaient vendu la maison pour 250 000 €. Un testament grâce auquel ils avaient laissé garder 200 000 € et ne m'avaient donné que 50 000. J'ai regardé l'enveloppe, le testament, l'écriture de Jacques, le vrai testament, celui que mon mari avait écrit 2 ans avant sa mort, celui qui se trouvait dans le sac de mon gendre depuis 8 ans, mon gendre avocat, mon gendre qui savait exactement ce qu'il faisait. Les larmes ont commencé à couler. Pas de sanglots, juste des larmes silencieuses. Bruno avait volé le testament de mon mari. Bruno m'avait montré un faux. Bruno avait volé ma maison. 125 000 €. C'est le prix de ma confiance, le prix de mon chagrin, le prix de 8 années de mensonges. Je suis restée assise sur le canapé jusqu'à la nuit. Les heures ont passé. La lumière du jour a décliné. Les ombres se sont allongées dans le salon. Et moi, je tenais toujours le testament de Jacques sur mes genoux. À 20 heures, j'ai allumé la lampe. Mes yeux brûlaient. J'avais lu et relu ce testament au moins 10 fois. Chaque mot était gravé dans ma mémoire. Ma maison de Locmariaquer à mon épouse, Claude Moreau, en totalité. En totalité, pas en moitié. En totalité. J'ai fermé les yeux. Les souvenirs sont remontés. Cette semaine terrible de juillet 2017. Juillet 2017, 8 ans plus tôt. Jacques venait de mourir. Infarctus massif. Dans son sommeil, il avait 68 ans. Les funérailles avaient été le 18 juillet. Une journée chaude, écrasante. Le cimetière de Nantes. 150 personnes, des collègues, des amis, la famille. J'étais dans le brouillard. Le chagrin m'aveuglait. Sophie me tenait le bras. Bruno organisait tout. Ne t'inquiète de rien, Claude, je m'occupe de tout. Brave Bruno, si efficace, si attentionné. Une semaine après l'enterrement, Bruno est venu chez moi, avec sa mallette d'avocat, l'air grave. Claude, il faut qu'on parle. De l'héritage. Héritage. Le mot m'avait fait mal, comme si on parlait de Jacques en termes comptables. Il y a un testament, avait dit Bruno en ouvrant sa mallette. Il avait sorti des papiers, des feuilles dactylographiées, propres, nettes. Testament de Jacques Moreau, 14 février 2016. 2016, 1 an avant sa mort. Je l'ai trouvé dans le coffre de Jacques, avait expliqué Bruno, à la banque, avec les documents importants. Il me l'avait tendu. J'avais lu, en état de choc. Les mots dansaient devant mes yeux. Article 1. Ma maison de Locmariaquer sera partagée équitablement entre mon épouse Claude Moreau, 50%, et ma fille, Sophie, Moreau, 50%.
50%, pas 100%. Article 2. Mes comptes bancaires et assurance-vie seront répartis comme suit. 60% à mon épouse, 40% à ma fille. Article 3. Je demande à ma famille de vendre la maison de Bretagne et de partager l'argent selon les pourcentages indiqués. À la fin, une signature. Celle de Jacques et un cachet, notarié par Maître Laurent, notaire à Vannes. Mais Jacques m'avait toujours dit que la maison serait à moi. Les gens changent d'avis, Claude. Bruno avait posé sa main sur la mienne. Jacques voulait être juste envers Sophie. C'est normal. Mais la maison, notre maison, je sais, c'est dur. Il avait attendu. Écoute, on a une proposition. Sophie et moi, on ne veut pas te mettre dehors. La maison vaut environ 250 000 €. Ta moitié, c'est 125 000. 125 000 €, la moitié de notre maison. Mais voilà, Bruno s'était penché en avant. Cette maison est grande. Toi, tu vis ici à Nantes. Tu n'y vas presque jamais depuis que Jacques est parti. Ça coûte cher en entretien, en taxes. Où veux-tu en venir? Sophie et moi, on te propose un arrangement. Tu signes un renoncement à ta part d'héritage. On vend la maison, on garde l'argent pour acheter une maison plus grande pour nous. On a 3 enfants, on est à l'étroit. Et on te donne 50 000 €. Cash. De quoi t'acheter un petit appartement en Bretagne si tu veux. Ou garder pour tes vieux jours. 50 000 au lieu de 125 000. Je perds 75 000 €. Tu te débarrasses d'une maison que tu n'utilises pas. Et tu aides ta fille. C'est ce que Jacques aurait voulu, non? J'étais tellement fatiguée, tellement brisée par le chagrin. D'accord, j'avais murmuré. Bruno avait sorti d'autres papiers. Signe ici et là. J'avais signé. Renoncement volontaire à l'héritage. Tu fais le bon choix, Claude. 2 mois plus tard, la maison était vendue. 250 000 € à une famille de Parisiens. Sophie m'avait donné un chèque. 50 000 €. Merci, maman. Grâce à toi, on va pouvoir acheter la maison de nos rêves. Ils avaient acheté une belle maison dans la banlieue chic de Nantes. 3 étages, piscine, garage double, avec mes 125 000 € volés. J'ai rouvert les yeux. Le testament de 2015 était toujours là, réel, tangible, le vrai testament, celui que Jacques avait écrit de sa main, celui qui me donnait la maison entière. Bruno avait montré un faux en 2016. Comment avait-il fait? J'ai réfléchi. Bruno était avocat. Il avait accès à des imprimeurs professionnels. Il connaissait les notaires. Il savait imiter les cachets officiels. Et il avait eu accès aux affaires de Jacques après sa mort. Le scénario se dessinait. Jacques écrit son vrai testament en 2015. Le garde dans un coffre privé. Ou chez lui. Bruno le découvre. Peut-être par hasard. Peut-être en fouillant. Bruno voit que la maison va entièrement à Claude. Rien pour Sophie. Bruno veut l'argent. Pour lui. Pour sa famille. Pour sa belle maison avec piscine. Bruno vole le testament original. Le cache, probablement dans son sac, où personne ne le cherchera jamais. Bruno fabrique un faux testament 2016, dactylographié, avec une fausse signature de Jacques. Un faux cachet de notaire. Jacques meurt. Bruno montre le faux testament. Claude, en état de choc, ne vérifie rien. Bruno convainc Claude de renoncer à sa part, volontairement. La maison est vendue. Bruno et Sophie gardent 200 000 €. Claude reçoit 50 000, un quart de ce qui lui revenait. 125 000 € volés. Pendant 8 ans, Bruno a gardé le testament original. Pourquoi? Assurance. Si quelqu'un posait des questions, si un notaire vérifiait, si une enquête commençait, Bruno pourrait détruire l'original. Quel autre testament? Il n'y a jamais eu d'autre testament.
un avocat. Il savait comment fonctionne la loi, mais il n'avait pas prévu que je trébucherais sur son sac, que l'enveloppe tomberait, que je la reconnaîtrais. Une erreur, une seule erreur en 8 ans, et tout s'effondrait. J'ai plié le testament soigneusement, l'ai remis dans l'enveloppe. Demain, j'irai voir un notaire. Un vrai notaire. Je vérifierai. Y a-t-il un délai de prescription? Peut-on annuler une vente frauduleuse après 8 ans? Peut-on récupérer l'argent volé? Que risque Bruno légalement? Mais ce soir, une seule chose était claire. Mon gendre m'avait volé. Mon gendre avait falsifié le testament de mon mari. Mon gendre avait profité de mon chagrin pour me voler 125 000 €. Et ma fille, Sophie savait-elle? Cette question me brûlait. Ma petite fille, ma seule enfant, celle que j'avais portée, nourrie, élevée, était-elle complice? Ou était-elle une victime, comme moi? Je ne savais pas, mais j'allais le découvrir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Allongée dans mon lit, dans le noir, j'écoutais le tic-tac de l'horloge. Chaque seconde résonnait comme un coup de marteau. Bruno a volé. Bruno a menti. Bruno a profité de ma douleur. À 3 heures du matin, j'ai abandonné l'idée de dormir. Je me suis levée. J'ai mis ma robe de chambre, celle que Sophie m'avait offerte à Noël. Sophie, ma fille, savait-elle? J'ai fait du thé. Tilleul. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'avais besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre dans mes souvenirs, de comprendre. J'ai pris du papier et un stylo. Jacques disait toujours « Quand tu es perdu, Claude, fais une liste. Ça clarifie l'esprit. » J'ai écrit « Chronologie ». Mars 2015. Jacques écrit le testament. Je me souvenais maintenant. Mars 2015. Jacques était rentré du notaire un après-midi. « J'ai fait mon testament », m'avait-il dit. « Pourquoi tu penses à ça? Tu es en pleine forme. »« Claude, j'ai 66 ans. Il faut être réaliste. » Il m'avait pris la main. « La maison de Bretagne, c'est notre maison, nos souvenirs. Je veux qu'elle reste à toi. Pas de partage, pas de vente, à toi. Et Sophie? Sophie aura de l'argent. Elle est mariée à un avocat. Ils gagnent bien leur vie. Mais la maison, c'est sacré. C'est pour toi. » Je n'y avais pas repensé. On ne pense pas à la mort quand on est heureux. 2016. Les visites de Bruno. J'ai fouillé dans mes souvenirs. 2016. L'année avant la mort de Jacques. Bruno venait souvent nous voir. Seul, sans Sophie. « J'ai besoin de conseils de Jacques pour un dossier juridique », disait-il. Il s'enfermait dans le bureau, parlait longtemps. Un jour, j'avais apporté du café. La porte était entr'ouverte. J'avais entendu des voix. « Jacques, sois raisonnable. Sophie est ta fille unique. »« Bruno, je t'ai dit non. Mais 100% à Claude. Sophie n'aura rien. Sophie aura 50 000 €. C'est déjà généreux. La maison reste à Claude. Point final. Tu es injuste envers ta fille. »« Je ne suis pas injuste. Je protège ma femme. » La voix de Jacques était dure, froide. « Et si Claude se remarie? Si elle vend la maison à un étranger? Claude fera ce qu'elle voudra. C'est sa maison. Maintenant, cette conversation est terminée. » J'étais entrée avec le café. Bruno avait l'air furieux. Jacques, fatigué. Je n'avais pas compris alors. Maintenant, je comprenais. Bruno essayait déjà de convaincre Jacques de changer son testament. Jacques avait refusé. Alors Bruno avait attendu que Jacques meure. 17 juillet 2017. La mort de Jacques. Infarctus. Dans son sommeil. Mort instantanée. J'avais appelé le SAMU à 6 heures du matin. Trop tard. Il était déjà froid. Bruno était arrivé 1 heure plus tard. Avant Sophie. Avant tout le monde. « Claude,
Je suis tellement désolée. Il m'avait serré dans ses bras. Laisse-moi gérer les formalités. Tu n'as pas à t'occuper de ça. Il avait géré tout. Les pompes funèbres, le certificat de décès, les papiers administratifs. Où est le coffre de Jacques? Ces documents importants? Je lui avais donné les clés. Dans le bureau, le petit coffre sous l'étagère. Bruno était resté seul dans le bureau pendant 1 heure. Quand il était ressorti, il avait dit « J'ai tous les documents. Ne t'inquiète de rien. » C'est là qu'il avait volé le testament. C'est là qu'il avait tout planifié. 25 juillet 2017. Le faux testament. 1 semaine après l'enterrement, Bruno m'avait montré le testament de 2016. Je ne l'avais même pas vérifié. J'étais dans le brouillard du chagrin. J'avais juste signé. Signé, signé, signé. Renoncement à l'héritage. Autorisation de vente. Accord de partage. Tu fais le bon choix, Claude. Septembre 2017. La vente. La maison vendue en 6 semaines. 250 000 €. Sophie m'avait donné un chèque. 50 000. Merci, maman. Grâce à toi, on va pouvoir acheter notre maison de rêve. Grâce à moi. Grâce à mon renoncement. Grâce à mon aveuglement. Octobre 2017. La nouvelle maison. Bruno et Sophie avaient acheté leur grande maison. 320 000 €. Ils avaient emprunté 120 000 à la banque. Les 200 000 restants, mes 200 000 € volés. 2017 à 2025. 8 ans de silence. 8 ans. Bruno a vécu dans cette maison achetée avec mon argent. Bruno a gardé le testament original dans son sac. Comme une police d'assurance, Bruno a continué à venir déjeuner chez moi tous les lundis. Comment vas-tu, Claude? Bien, Bruno. Tu ne regrettes pas d'avoir renoncé à la maison? Non, vous en aviez plus besoin que moi. Il souriait, satisfait, le voleur parfait. J'ai reposé mon stylo. La liste était complète. 8 ans de mensonges. 8 ans où j'avais vécu à côté d'un homme qui m'avait volé 125 000 €, qui avait falsifié le testament de mon mari, qui m'embrassait sur la joue en disant « Belle maman, ce poulet est délicieux. » La nausée m'a prise, j'ai couru aux toilettes, j'ai vomi, encore et encore. Quand je suis revenue dans la cuisine, il était 5 heures du matin. Dans 3 heures, les notaires ouvriraient leur bureau. J'allais appeler, prendre un rendez-vous urgent, vérifier s'il était trop tard, 8 ans, le délai de prescription. En France, pour les successions, c'était combien? 5 ans? 10 ans? Je ne savais pas, mais j'allais le découvrir. À 9 heures précises, j'ai appelé le premier notaire de ma liste. Cabinet Maître Dubois, bonjour. Bonjour, j'ai besoin d'un rendez-vous urgent. C'est au sujet d'un héritage, d'une fraude possible. Une fraude? La voix de la secrétaire s'est durcie. Un instant. Musique d'attente, puis une voix d'homme, grave, posée. Maître Henri Dubois. Que puis-je faire pour vous, madame? Mon mari est mort il y a 8 ans. Son testament a été falsifié. J'ai découvert le vrai testament hier. Je veux savoir si je peux encore faire quelque chose. Silence. Madame, c'est très sérieux. Pouvez-vous venir ce matin, disons 10h30? Oui, merci. Apportez tous les documents, l'original et le faux, tout ce que vous avez signé. Je les ai. À tout à l'heure, madame. Moreau, Claude Moreau. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Dans 1h30, je saurais. Si c'était trop tard, ou si je pouvais me battre, récupérer ce que Bruno m'avait volé et lui faire payer. Le cabinet de Maître Dubois se trouvait rue Kervégan, dans le centre historique de Nantes. Un immeuble du XVIIIe siècle, façade en pierre, porte en chêne massif. J'ai sonné à 10h25. J'étais en avance.
Une jeune femme m'a ouvert. Tailleur noir, cheveux tirés en chignon. Madame Moreau, Maître Dubois vous attend. Elle m'a conduite au premier étage. Un long couloir avec des parquets qui craquaient. Des tableaux anciens au mur. Le bureau du notaire était immense. Bibliothèque du sol au plafond, bureau en acajou, fauteuil en cuir vert. Maître Dubois s'est levé. Un homme d'une 50aine d'années, costume gris, lunettes fines. Madame Moreau, asseyez-vous, je vous prie. Je me suis assise, mon sac serré contre moi. Alors, racontez-moi tout, depuis le début. J'ai raconté la mort de Jacques, le testament que Bruno m'avait montré, ma signature sur le renoncement, la vente de la maison, les 50 000 €, et puis, lundi dernier, le sac renversé, l'enveloppe, le vrai testament. Maître Dubois m'écoutait sans m'interrompre, prenait des notes. Quand j'ai fini, il a tendu la main. « Montrez-moi les documents. » J'ai sorti l'enveloppe, le testament de 2015, écrit à la main par Jacques. Maître Dubois l'a prise avec précaution, a sorti une loupe, a examiné chaque page, l'écriture, la signature, la date. C'est un testament holographe, a-t-il dit, entièrement écrit de la main du testateur. En droit français, c'est parfaitement valable, même sans notaire. Mais l'autre testament, celui de 2016, montrez-le-moi. J'avais apporté la copie, celle que Bruno m'avait donnée en 2017. Maître Dubois l'a étudiée, a froncé les sourcils. Dactylographié, signature en bas, cachet d'un notaire, Maître Laurent, à Vannes. Il a tapé sur son ordinateur. Je vais l'appeler. Il a composé un numéro, haut-parleur activé, 3 sonneries. Cabinet Maître Laurent, bonjour. Bonjour, Maître Laurent à l'appareil. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Henri Dubois, notaire à Nantes. J'ai une question urgente. Avez-vous authentifié un testament pour un certain Jacques Moreau en 2016? Silence. Bruit de clavier. Jacques Moreau. Moreau. Non, je n'ai aucune trace d'un tel testament dans mes archives, ni en 2016, ni à aucune autre date. Mon cœur s'est arrêté. Vous êtes certain? Absolument. Si j'avais authentifié ce document, il y aurait un enregistrement. Il n'y en a pas. Merci, confrère. Maître Dubois a raccroché, m'a regardé gravement. Madame Moreau, ce testament de 2016 est un faux. Les mots résonnaient dans le bureau. Un faux. Votre gendre a falsifié ce document. Il a imité la signature de votre mari. Il a créé un faux cachet de notaire. C'est un délit pénal très grave. Que puis-je faire? Il a ouvert un gros livre. Code civil. La question essentielle, le délai de prescription. Il a feuilleté. Article 2224. Pour les actions en nullité d'une succession, le délai est de 5 ans. 8 ans se sont écoulés. Attendez. Il a continué à lire. 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Je ne comprends pas. Quand avez-vous découvert le vrai testament? Lundi dernier, il y a 4 jours. Alors le délai commence maintenant. Vous avez 5 ans devant vous. Je ne pouvais pas respirer. C'était possible. Je pouvais me battre. Mais qu'est-ce que... Comment? Maître Dubois s'est penché en avant. Voici ce que nous allons faire. D'abord, une expertise graphologique, pour prouver que le testament de 2015 est authentique, écrit par votre mari. Combien de temps? 2 semaines environ. J'ai un expert de confiance. D'accord? Ensuite, une déclaration officielle de Maître Laurent, confirmant qu'il n'a jamais authentifié le testament de 2016, que le cachet est un faux. Il le fera? C'est son devoir professionnel,
et un délit contre la profession notariale, bien sûr qu'il le fera. Maître Dubois a pris une autre feuille. Avec ces preuves, nous aurons deux options. Lesquelles? Option 1. Action civile. Nous attaquons en justice pour annuler la vente de la maison, récupérer l'argent volé, 125 000 €, plus intérêt sur 8 ans. Combien en intérêt? Il a calculé rapidement. Au taux légal de 4%, environ 40 000 €. Total, 165 000 €. 165 000 €. Et l'option 2? Action pénale, plainte pour faux et usage de faux. Escroquerie en bande organisée si votre fille était complice. Votre gendre risque jusqu'à 5 ans de prison. Prison, Bruno en prison, et Sophie, ma fille, elle savait? Maître Dubois a haussé les épaules. C'est à la justice de le déterminer. Mais si elle a signé des documents en connaissance de cause, si elle a profité de l'argent volé, elle est complice. Ma fille, en prison. Je ne peux pas. Madame Moreau. Sa voix était douce mais ferme. Je comprends. C'est votre famille. Mais 125 000 € ont été volés. Le testament de votre mari a été falsifié. C'est un crime grave. Il doit y avoir un autre moyen. Maître Dubois a réfléchi. Il y a une troisième option, la plus rapide, la moins destructrice. Laquelle? Un accord à l'amiable. Vous confrontez votre gendre avec les preuves. Vous lui donnez le choix, rembourser l'argent volontairement ou affronter la justice. S'il refuse, alors vous n'avez pas le choix. Le tribunal. Il a sorti un document vierge. Je peux préparer un projet d'accord. Si votre gendre accepte de signer, il s'engage à vous rembourser les 125 000 € plus les intérêts. Disons 150 000 pour faire rond. En échange, vous ne portez pas plainte. 150 000 € et pas de prison. Vous pensez qu'il acceptera? S'il est intelligent, oui. L'alternative est la prison, la radiation du barreau pour un avocat, la honte publique. Et s'il détruit le testament original? Trop tard. Nous avons déjà les photos. Et l'expertise graphologique sera faite sur des copies certifiées conformes. Même s'il détruit l'original, les preuves existent. J'ai respiré profondément. Faites le document, l'accord. Très bien, ce sera prêt dans 2 jours. En attendant, ne dites rien à personne, ni à votre fille, ni à votre gendre. Il ne faut pas qu'il ait le temps de se préparer. D'accord. Et Madame Moreau? Il m'a regardé dans les yeux. Ce que vous faites est courageux. Beaucoup de gens, dans votre situation, préféreraient oublier, pour ne pas briser la famille. Ma famille a déjà été brisée, ai-je dit, le jour où mon gendre a volé le testament de mon mari. Je suis sortie du cabinet à midi. Le soleil brillait sur la place royale. Des touristes prenaient des photos. La vie continuait, normale, insouciante. Et moi, je venais d'apprendre que je pouvais me battre, que ce n'était pas trop tard, que la justice était encore possible. Dans 2 semaines, j'aurai les preuves. Et alors, j'irai voir Bruno, mon gendre, le voleur, et je lui demanderai mes 150 000 € ou je l'enverrai en prison. 2 semaines, 14 jours à attendre pendant que l'expert analysait l'écriture de Jacques, pendant que Maître Laurent préparait sa déclaration officielle sur le faux cachet. 14 jours à faire semblant que tout était normal. Sophie a appelé le mercredi. « Maman, ça te dit de venir dîner vendredi? Bruno fait des grillades. »« Avec plaisir, ma chérie. » Comme d'habitude, comme si rien n'avait changé. Vendredi soir, la grande maison de Sophie et Bruno, achetée avec mon argent volé. Je suis arrivée à 19 h. Sophie m'a embrassée. « Maman, entre. »
Bruno était dans le jardin, devant le barbecue. « Claude, comment vas-tu ?»« Bien, Bruno. Et toi ?»« Excellent. Le travail marche bien. J'ai gagné un gros dossier cette semaine. » Il souriait, content de lui, sans aucune culpabilité. Comment pouvait-il être si calme, si normal? Parce qu'il ne savait pas. Il pensait que le testament était toujours caché dans son sac. Pendant le dîner, je l'ai observé, vraiment observé. Bruno parlait, riait, racontait des anecdotes sur ses clients. Un homme charmant, intelligent, cultivé, un voleur, un faussaire, un menteur parfait. « Maman, ça va? Tu n'as presque rien mangé. »« Je suis juste un peu fatiguée, Sophie. Tu devrais voir un médecin. À ton âge. »« À ton âge !» Ces mots revenaient toujours, comme si j'étais déjà mourante. Après le dîner, quand les enfants, Lucas et Emma, sont montés dans leur chambre, Bruno s'est tourné vers moi. « Claude, on voulait te parler. » Mon cœur s'est serré. « De quoi ?» Sophie a pris ma main. « Maman, tu vis seule. Tu as 70 ans. On se fait du souci. »« Je vais très bien. On sait. Mais si tu tombais, si tu avais un malaise ?» Bruno s'est penché en avant. « On a une proposition. Tu pourrais emménager ici. On a une chambre au rez-de-chaussée. Tu serais avec la famille. » Emménager chez eux. Abandonner mon appartement. Et alors, ils auraient le contrôle total. C'est gentil, mais j'aime mon indépendance. Maman, réfléchis-y au moins. Pour nous, on t'aime, on veut prendre soin de toi. Prendre soin de moi. Comme ils avaient pris soin de l'héritage de Jacques. Je vais réfléchir. Ai-je menti? En rentrant chez moi en taxi, j'ai pleuré silencieusement. Sophie, ma petite fille, celle que j'avais élevée seule après la mort de son père. Savait-elle ce que Bruno avait fait? Ou était-elle innocente? Le lundi suivant, j'ai fait quelque chose dont je n'étais pas fière. J'ai suivi Sophie. Elle travaillait dans une agence de voyage en centre-ville. Pause déjeuner à 12h30. Je me suis installée dans un café en face, derrière la vitrine, avec un journal pour me cacher. À 12h35, Sophie est sortie de l'agence, mais pas seule, avec un homme, la quarantaine, costume élégant, sourire chaleureux. Ils sont allés dans un petit restaurant italien 2 rues plus loin, se sont assis à une table près de la fenêtre. Je les voyais de loin. Sophie riait. L'homme lui tenait la main. Sa main. Une liaison? Sophie trompait Bruno? Je ne savais pas quoi penser. Ce n'était pas mes affaires. Ou peut-être que si. Je suis rentrée chez moi, la tête pleine de questions. Le mercredi, Maître Dubois a appelé. « Madame Moreau, les résultats sont prêts. Pouvez-vous passer demain matin ?»« Oui. » 10h. « Parfait. » Jeudi matin, bureau de Maître Dubois. Il m'attendait avec 2 dossiers devant lui. « Madame Moreau, asseyez-vous. J'ai de bonnes nouvelles. » Il a ouvert le premier dossier. Rapport d'expertise graphologique. Conclusion. Le testament daté du 15 mars 2015 a été écrit à 99,9% de probabilité par Jacques Moreau. L'écriture correspond en tout point aux échantillons fournis. Signature authentique. Document authentique. J'ai expiré la preuve. Et le faux? Il a ouvert le second dossier. Déclaration officielle de Maître Laurent, notaire à Vannes. Je cite « Je certifie sur l'honneur n'avoir jamais authentifié de testament pour Jacques Moreau, ni en 2016, ni à aucune autre date. Le cachet et la signature présents sur le document présenté sont des contrefaçons. » Des contrefaçons. Bruno avait fabriqué un faux cachet de notaire. « C'est un délit pénal majeur », a continué Maître Dubois.
Faux et usage de faux. Article 441-1 du Code pénal. 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et maintenant, il a sorti un document épais. Le projet d'accord que je vous ai promis. Il l'a feuilleté. Votre gendre s'engage à vous verser 150 000 € en 3 versements. 50 000 dans 1 mois, 50 000 dans 2 mois, 50 000 dans 3 mois. Et s'il ne paie pas? Clause pénale. Chaque jour de retard, 1 000 € de pénalité. Et s'il ne paie pas du tout après 4 mois, vous êtes automatiquement libéré de votre engagement de non-dépôt de plainte. Donc, je pourrais quand même aller voir la police? Exactement. Cet accord le protège seulement s'il respecte ses engagements. J'ai pris le document, l'ai lu attentivement. C'est bien. Quand voulez-vous le confronter? Le plus tôt possible, avant qu'il ne se doute de quelque chose. Demain? Demain. Le soir, j'ai appelé Bruno. Bruno? C'est Claude. Claude, comment vas-tu? J'ai besoin de te parler, en privé. C'est important. Un silence, court, mais perceptible. De quoi s'agit-il? De Jacques, de son testament. J'ai trouvé quelque chose. Le silence s'est prolongé. 3 secondes, 4, 5. D'accord. Sa voix avait changé, plus froide, plus contrôlée. Demain, 10 heures, mon bureau. Je serai là. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Demain, j'affronterai l'homme qui m'avait volé 125 000 €, l'homme qui avait falsifié le testament de mon mari, l'homme qui m'embrassait sur la joue tous les dimanches en disant « Belle maman ». Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À 6 heures du matin, je me suis levée, douchée, habillée avec soin, tailleur bleu marine, chemisier blanc, les boucles d'oreilles en perles que Jacques m'avait offertes pour nos 40 ans de mariage. J'ai mis tous les documents dans ma sacoche, le testament original, les expertises, la déclaration de Maître Laurent, le projet d'accord, les preuves, les armes. À 9h30, j'ai quitté mon appartement. Direction le bureau de Bruno. La guerre commençait. Le cabinet d'avocat de Bruno occupait le 3e étage d'un immeuble moderne dans le quartier d'affaires. Verre et acier. Vue sur la Loire, j'ai pris l'ascenseur. Chaque étage semblait durer une éternité. 3e étage, les portes se sont ouvertes. Une plaque dorée. Maître Bruno Lefebvre, avocat. J'ai poussé la porte. Une réceptionniste blonde m'a souri. « Madame Moreau, Maître Lefebvre vous attend, par ici. » Elle m'a conduite à travers un couloir, a frappé à une porte en bois sombre. Entrée. Bruno était assis derrière son bureau, costume gris anthracite, cravate bordeaux, mains jointes sous le menton. L'avocat, prêt au combat. Claude, assieds-toi. Je me suis assise face à lui. J'ai posé ma sacoche sur mes genoux. Alors, il m'a regardé dans les yeux. Tu as dit avoir trouvé quelque chose concernant le testament de Jacques. Pas de préambule, pas de « comment vas-tu ?» Direct au but. J'ai ouvert ma sacoche, sorti l'enveloppe. J'ai trouvé ceci, dans ton sac, il y a 2 semaines, quand je l'ai renversé par accident. J'ai posé l'enveloppe sur le bureau entre nous. Bruno l'a regardé. Son visage est devenu pâle. Ses mâchoires se sont serrées. Mais sa voix est restée calme. Qu'est-ce que c'est? Tu le sais très bien, le testament de Jacques. Le vrai. Celui qu'il a écrit en 2015. Celui que tu as volé. Celui que tu caches depuis 8 ans. Silence. Bruno a pris l'enveloppe, l'a ouverte, a lu le testament, a reposé les papiers sur le bureau. Claude. Non. J'ai levé la main. Pas d'explication, pas d'excuse. Écoute-moi.
J'ai sorti le deuxième document. Expertise graphologique. Ce testament est authentique. Écrit de la main de Jacques. 99,9% de certitude. Bruno n'a rien dit. Troisième document. Déclaration officielle de Maître Laurent, notaire à Vannes. Il n'a jamais authentifié le testament de 2016 que tu m'as montré. Le cachet était un faux. Quatrième document. Article 2224 du Code civil. Délai de prescription de 5 ans à partir de la découverte de la fraude. J'ai découvert il y a 2 semaines. J'ai 5 ans pour agir. Cinquième document. Article 441.1 du Code pénal. Faux et usage de faux. 3 ans de prison. 45 000 € d'amende. Sixième document. Article 314.1. Escroquerie. 5 ans de prison. J'ai étalé tous les papiers devant lui comme un jeu de cartes. Voilà ce que tu as fait, Bruno. Tu as falsifié le testament de mon mari. Tu m'as volé 125 000 €. Tu as profité de ma douleur, de mon chagrin, pour m'escroquer. Il me regardait, expression indéchiffrable. Qu'est-ce que tu veux? Pas de déni, pas de protestation, juste la question essentielle. Prise en flagrant délit, il passait directement à la négociation. 150 000 €, pardon, 125 000 € que tu m'as volés, plus 25 000 d'intérêts sur 8 ans. Total, 150 000. Je n'ai pas cette somme. Trouve-la. Claude, sois raisonnable. Raisonnable? J'ai haussé la voix pour la première fois. Tu m'as volé. Tu as falsifié le testament de mon mari. Tu m'as menti pendant 8 ans. Et tu me demandes d'être raisonnable. Bruno s'est reculé dans son fauteuil. D'accord. Supposons que tu aies raison. Supposons que j'ai fait ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vas à la police? Ça dépend de toi. J'ai sorti le dernier document. Le projet d'accord de Maître Dubois. Tu signes ceci. Tu t'engages à me rembourser 150 000 € en 3 versements sur 3 mois. En échange, je ne porte pas plainte. Bruno a pris le document, l'a lu lentement, chaque ligne, chaque clause. Et si je refuse? Demain, mon notaire dépose 2 dossiers. Un civil, pour récupérer l'argent par décision de justice. Un pénal, plainte pour faux, usage de faux et escroquerie. Tu iras en prison, Bruno, et tu seras radié du barreau. Tu détruirais ta propre famille. C'est toi qui as détruit ma famille, il y a 8 ans. Il a reposé le document sur le bureau. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as 24 heures. Demain à 10 heures, je veux ta réponse. Soit tu signes, soit je vais chez le procureur. Je me suis levée et remis tous les documents dans ma sacoche, sauf le projet d'accord. Celui-là, je l'ai laissé sur son bureau. Une dernière question. Je me suis arrêtée à la porte. Sophie sait? Bruno m'a regardé longuement. Non. Tu es sûre? Elle croyait que le testament de 2016 était authentique. Je le lui ai dit. Elle n'a jamais su. Je ne savais pas si je devais le croire, mais je voulais le croire. Alors ne détruis pas sa vie plus que tu ne l'as déjà fait. Signe l'accord. Je suis sortie. 24 heures. J'ai attendu chez moi, le téléphone silencieux. À 15 heures, Sophie a appelé. Maman? Bruno m'a dit que tu es passé le voir. Que s'est-il passé? Il lui avait dit. Sophie, c'est entre Bruno et moi. Je ne veux pas t'impliquer. Mais il a parlé du testament de papa. Maman, de quoi avez-vous discuté? Demain, ma chérie, demain je t'expliquerai tout, je te le promets. Maman, tu me fais peur. Tout ira bien, fais-moi confiance. J'ai raccroché. Le soir, à 22 heures, un message de Bruno. Demain 10 heures, mon bureau.
Je signerai. J'ai relu le message 3 fois. Il acceptait. 150 000 €. Justice serait faite. Mais pourquoi ne ressentais-je aucune joie? Vendredi, 10 heures. Je suis retournée au bureau de Bruno. Mais cette fois, il n'était pas seul. Sophie était là, assise sur le canapé, les yeux rouges. Elle avait pleuré. Maman, elle s'est levée. Bruno m'a tout raconté. C'est vrai? Il a falsifié le testament de papa? J'ai hoché la tête. C'est vrai. Mais pourquoi? Pourquoi? Elle s'est tournée vers Bruno. Tu as volé ma mère? Après la mort de papa. Bruno regardait le sol, silencieux. La porte s'est ouverte. Maître Dubois est entré. Bonjour, Madame Moreau, Maître Lefebvre. Il a regardé Sophie. Madame? Sophie, sa fille. Je vois. Il a posé sa mallette sur le bureau. Passons aux choses sérieuses. Maître Lefebvre, êtes-vous prêt à signer l'accord? Bruno a pris le stylo, l'a regardé longuement. Où est-ce que je vais trouver 150 000 €? C'est ton problème, j'ai dit froidement. On va perdre la maison, Sophie murmurait. On a un crédit de 120 000 € encore. Si tu dois rembourser 150 000 en plus, on vendra la voiture. Je prendrai un crédit. Je trouverai. Il a signé. Date, signature. Paraphe sur chaque page. Engagement de payer 50 000 € dans un mois, puis 50 000 le mois suivant, puis 50 000 le 3e mois. Maître Dubois a contresigné. Moi aussi. L'accord est exécutoire immédiatement. Maître Dubois a rangé les documents. Maître Lefebvre, vous avez 30 jours pour le premier versement. Bruno a hoché la tête. Sophie pleurait doucement. Je me suis levée. Sophie, viens, on doit parler. Elle m'a regardée, puis a regardé son mari. Je divorce, a-t-elle dit soudainement. Je divorce de toi. Bruno a levé les yeux. Sophie, tu as volé ma mère. Pendant 8 ans. Comment as-tu pu? J'avais besoin d'argent. On avait des dettes, les enfants. Ne mets pas ça sur les enfants. Elle criait maintenant. C'était pour toi, pour ton cabinet, pour ta grande maison, pour ta réputation. Elle s'est tournée vers moi. Maman, pardon, je ne savais pas. Je te jure, je ne savais pas. Je l'ai prise dans mes bras. Je sais, ma chérie, je sais. Nous sommes sortis ensemble, laissant Bruno seul dans son bureau. L'homme qui avait tout perdu par cupidité. Dans un café en bas de l'immeuble, Sophie et moi avons parlé pendant 2 heures. Elle ne savait rien. Bruno lui avait tout caché. Elle croyait vraiment que le testament de 2016 était authentique. « Je vais divorcer », a-t-elle répété. « Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui a fait ça. C'est ta décision. Je ne veux pas influencer. » « Non, maman, ma décision est prise. » Elle a pris ma main. « J'ai quelque chose à te dire aussi. »« Quoi ?» ?»« Je vois quelqu'un, un collègue, Philippe, depuis 3 mois. L'homme du restaurant, je le savais. Je ne juge pas Sophie. Mon mariage était déjà mort, même avant de savoir pour le testament. Bruno et moi, on ne s'aimait plus. Tu seras heureuse avec Philippe. Je pense. Il est bon, honnête, tout ce que Bruno n'est pas. Nous sommes rentrés ensemble, mère et fille, réunis par le crime d'un homme, séparés pendant 8 ans par un mensonge, enfin retrouvés. 6 mois plus tard. Mais, le printemps en Bretagne. Je suis assise sur la terrasse de ma nouvelle maison, face à la mer. Le soleil se lève doucement sur l'horizon. Ma maison. À 70 ans, j'ai recommencé une vie. L'argent est arrivé. Les 3 versements. 50 000 en janvier, 50 000 en février, 50 000 en mars.
Bruno a tenu parole. Il a vendu sa voiture de luxe, a pris un crédit à la banque, a hypothéqué sa part dans son cabinet d'avocat. Il a payé, jusqu'au dernier centime, 150 000 € sur mon compte. Avec cet argent, j'ai fait ce dont j'avais toujours rêvé. J'ai acheté une maison, pas la maison de Locmariaquer, trop de souvenirs douloureux, mais tout près, à Carnac, sur la côte, une petite maison en pierre, 2 chambres, un jardin avec vue sur l'océan, une terrasse où je prends mon café tous les matins. 90 000 €. Les 60 000 restants à la banque, pour les urgences, pour les voyages, pour les petits-enfants. Sophie a divorcé en février. Elle et Bruno ont vendu la grande maison, remboursé le crédit, partagé ce qui restait. Sophie a loué un appartement avec les enfants, plus petit, mais c'est le sien. Elle voit Philippe maintenant, officiellement. Je l'ai rencontré en mars, un homme calme, intelligent, gentil. « Prenez soin de ma fille », lui ai-je dit. « Je vous le promets », a-t-il répondu. En avril, Sophie m'a annoncé. Philippe m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. J'ai pleuré, de joie cette fois. Ma fille, une nouvelle chance au bonheur. Bruno, je l'ai revu une fois, par hasard, en mars, dans une rue de Nantes. Il s'est arrêté. Claude, Bruno. Un silence gêné. Je voulais dire, pardon, pour tout. J'ai regardé cet homme, fatigué, vieilli, des cheveux gris aux tempes, des cernes sous les yeux. Un homme qui avait tout perdu à cause de sa cupidité. J'ai pardonné, ai-je dit doucement. Pas pour toi, pour moi, pour pouvoir avancer. Merci. Il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner. Pardonner? Pas vraiment. Mais j'avais lâché prise. Lâché prise sur la colère, sur la rancœur, sur la douleur. Parce que les garder en moi, c'était lui permettre de continuer à voler ma vie. Et il avait déjà volé assez. Lucas, mon petit-fils, entre à l'université en septembre. Médecine, il veut devenir chirurgien. Grand-mère, tu crois que je peux réussir? Tu peux tout réussir, mon chéri. Je lui ai ouvert un compte épargne, 10 000 €, pour ses études. Emma, ma petite fille, veut devenir artiste. Elle peint des aquarelles, des paysages bretons. Je l'ai inscrite à des cours, dans une école d'art à Nantes. Merci, mamie. Utilise cet argent pour quelque chose de beau. C'est ce que ton grand-père Jacques aurait voulu. Les week-ends, Sophie et les enfants viennent me voir à Carnac. On se promène sur la plage, on ramasse des coquillages, on cuisine ensemble. Philippe vient parfois. On boit du vin blanc sur la terrasse. On regarde le coucher de soleil. Une nouvelle famille, pas parfaite, mais honnête, vraie. Hier, j'ai reçu une lettre. De Bruno. Pas une lettre d'excuse, juste quelques lignes. Claude, je voulais que tu saches, j'ai vendu ma part dans le cabinet. Je pars. Loin. Bordeaux peut-être. Recommencer ailleurs. Les enfants vont me manquer. Sophie va me manquer. Mais je comprends. J'ai tout détruit. Par avidité. Je passerai le reste de ma vie à le regretter. Bruno. J'ai relu la lettre, puis je l'ai mise de côté. Il partait. C'était mieux ainsi. Ce matin, sur ma terrasse, je regarde la mer, les vagues qui se brisent sur les rochers, les mouettes qui crient. Je pense à Jacques, à nos étés ici, en Bretagne, à nos promenades, à nos rires. Je l'ai fait, mon amour, je murmure. J'ai récupéré ce que tu m'avais laissé. J'ai défendu ton testament, ta volonté. Le vent caresse mon visage. Quelque part, je le crois, Jacques sourit. Il est fier de moi. À 70 ans, j'ai appris quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour se battre, pour réclamer justice, pour recommencer.
Bruno m'a volé 125 000 €. Mais je les ai récupérés. Avec les intérêts. Il m'a volé 8 ans de paix. Mais j'ai encore des années devant moi. Il a essayé de voler ma dignité, mais il a échoué. Demain, je pars en voyage. Irlande, 10 jours, avec Sophie et Philippe. La semaine prochaine, Emma vient passer une semaine avec moi. On va peindre ensemble sur la plage. En août, Lucas commence son stage à l'hôpital. Je serai là pour son premier jour. Ma vie continue, pleine, riche, libre. Mon téléphone vibre. Un message de Sophie. Maman, Philippe et moi avons fixé la date du mariage, 15 septembre. Tu seras ma témoin? Je souris. Tape ma réponse. Bien sûr, ma chérie, je serai là. Le soleil monte dans le ciel, la journée commence, une belle journée, une journée de vie, ma vie, celle que personne ne peut plus me voler.